Vous restez avec nous pour évoquer le cas Carlos Ghosn, que vous avez aussi évoqué dans les colonnes des Échos. Le fugitif qui fait à nouveau la une de l'actualité. Quelques jours après avoir pris la parole pour la première fois après sa spectaculaire évasion, l'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan annonce attaquer en justice le constructeur japonais pour faire valoir ses droits à la retraite. En jeu 700 000 € annuels. Par ailleurs, Yamaha, au Japon, met en garde aujourd'hui contre une nouvelle mode sur les réseaux sociaux où des internautes se mettent en scène se glissant dans des caissons d'instruments pour imiter la technique qu'aurait utilisé Carlos Ghosn. Autant d'informations que commente l'ancien PDG de Renault-Nissan lors de l'entretien qu'il nous a accordé vendredi à Beyrouth, pour la première fois accompagné de son épouse, Carole Ghosn. Bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté le principe de cet entretien. Quelques jours après avoir pris la parole, Carlos Ghosn, pour la première fois depuis votre évasion, lors d'une conférence de presse retransmise en direct dans le monde entier depuis le Press Club de Beyrouth. Est-ce réellement un homme libre de toute entrave qui s'est présenté mercredi dernier devant les journalistes du monde entier, ou est-ce un fugitif? Je ne dirais pas un homme libre de toute entrave. Un homme libre, j'ai quand même un certain nombre de contraintes auxquelles je dois faire face, notamment le fait que le Japon a émis une demande, ce qu'on appelle une carte rouge auprès d'Interpol. Donc je ne suis pas prêt de pouvoir quitter le Liban jusqu'à ce que cette plainte soit retirée. Mais un homme libre, oui, je peux parler au moins. Vous savez, je suis resté 14 mois sans pouvoir parler. Je ne pouvais pas m'adresser à la presse. Cette parole, justement, vous en avez été longtemps privé et vous sembliez, durant cette très longue conférence de presse, comme affamé de paroles combatives, prenant du plaisir à un exercice dont vous aviez été privé. Certains ont même parlé du show d'un homme très sûr de lui, éloquent, mais manquant singulièrement d'humilité, n'amorçant pas le moindre mea culpa. C'est votre état d'esprit? Je suis resté 14 mois privé de parole. Pendant ces 14 mois, il y a eu un déchaînement massif, financé par Nissan. Et je sais, je connais bien l'entreprise, on en a les moyens. Donc j'avais vraiment envie de répondre à toutes les accusations qui avaient été faites. Sans reconnaître la moindre faute. Ben, ce n'est pas question de reconnaître la moindre faute. Il y a 4 accusations. Là, j'ai adressé essentiellement les accusations japonaises, parce que c'était ça l'objectif. Très bien. Donc, je ne pouvais pas venir vous dire, je suis navré d'avoir fait quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai dit, je suis innocent des 4 charges. J'ai expliqué, non seulement que j'ai les preuves de mon innocence, et que mais d'un autre côté, la raison pour laquelle il y avait eu cet acharnement. Vous avez donc balayé toutes les accusations émises par le Japon. Le parquet de Tokyo a immédiatement dénoncé des allégations inacceptables, et la ministre de la Justice japonaise a fait savoir son mécontentement. S'il a quelque chose à dire sur son affaire pénale, qu'il présente ses arguments ouvertement devant un tribunal japonais et apporte des preuves concrètes. J'espère sincèrement que le prévenu Ghosn déploiera tous les efforts possibles pour faire valoir son point de vue dans le cadre d'une procédure pénale équitable au Japon. La ministre de la Justice japonaise vous appelle le prévenu Ghosn. Elle dit que votre attitude a été inqualifiable, votre évasion injustifiable. Vous avez fui alors que vous n'étiez pas enfermé, dit-elle, et que vous pouviez voir librement vos avocats. Que répondez-vous? Au moins, elle a le sens de la franchise. Elle a dit il doit venir au Japon pour prouver son innocence. C'est exactement ça le système japonais. Vous êtes arrêté, vous êtes coupable. C'est exactement ça le problème. C'est qu'il y a un déni de justice. Quand elle dit je veux bien qu'il vienne au Japon et qui sera jugé dans le cadre d'un procès équitable. Je suis d'accord. Mais qui c'est elle qui va me garantir le procès équitable, hein? C'est elle qui va me le garantir. Vous pouvez contester le fonctionnement de la justice japonaise. Il n'empêche, c'est le système judiciaire d'une démocratie que vous avez fui, Carlos Ghosn. Ah bon? Parce que vous pensez qu'une démocratie sans justice... Vous pensez qu'une démocratie peut exister sans un système de justice dans lequel la défense a ses droits? Vous imaginez, vous, la France, une démocratie dans un système dans lequel vous pouvez être interrogé par un procureur sans la présence de votre avocat, dans lequel le procureur viole toutes les règles, vous protestez, il ne se passe absolument rien, dans lesquels le patron, dans un tribunal, ce n'est pas le juge, c'est le procureur.
Moi, je n'appelle pas ça une démocratie. Alors, il y a peut-être des côtés démocratiques du Japon, mais ce que je peux vous dire, en ce qui concerne la justice, ça n'est absolument pas démocratique. Carole Ghosn, vous déclariez en janvier dernier dans Paris Match qu'une des raisons invoquées par la justice japonaise pour maintenir votre époux en détention était leur peur de le voir fuir à l'étranger. Et vous ajoutiez, je peux vous dire que ce n'est absolument pas le genre de mon mari de se dérober. Carlos est un homme d'une grande intégrité et je sais qu'il va faire face. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'en quittant le Japon, votre mari n'avait pas su faire face, en quelque sorte, à cette situation? Je pense que mon mari avait toutes les intentions de rester au Japon et de se battre pour son innocence. Mais avec le temps, il a perdu l'espoir. Il a vu que c'est un système qui est corrompu et qu'il ne va pas en sortir. Et peut-être ça va prendre des années et on ne peut pas se voir. Et même ses avocats, ils lui disaient, on n'est pas sûr si vous allez avoir un procès équitable. Donc, il a raison. S'il était dans un pays comme en France ou aux États-Unis, où on a une démocratie et un système judiciaire équitable, il serait resté, bien sûr. C'est mieux qu'il resterait au Japon, mais pas avec ces conditions. Son évasion fait de vous aussi une femme recherchée, visée par un mandat d'arrêt international. Comment le vivez-vous, Carole Ghosn? Je trouve que c'est très difficile pour moi, je vais vous dire la vérité. C'est pour mes enfants, pour mes parents, et pour moi, c'est humiliant ce qu'ils ont fait. Et c'est injuste parce que c'est même pas vrai. Et je pense qu'ils voulaient le punir avant son conférence de presse. La première fois, il a annoncé à une conférence de presse en avril. Ils l'ont arrêté après 24 heures. Et cette fois, ils ne pouvaient pas l'arrêter, il n'est plus là-bas. Donc vous êtes devenue la cible de la justice japonaise? Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, on m'avait dit, bon, on va essayer de faire pour que votre jugement soit le plus rapide possible. Au bout de 14 mois, j'ai toujours pas de date. J'ai toujours pas de date du début du jugement. Ça veut dire qu'une évasion n'était pas une solution que vous avez imaginée tout de suite. Quand est-ce que vous vous êtes résolu à cette solution? Quand je suis arrivé à la conviction qu'il n'y avait aucun moyen d'avoir un jugement équitable, que j'allais passer probablement 4 ou 5 ans avant d'avoir une résolution de la part de la justice, et surtout que toute cette situation dans laquelle on vous impose des contraintes telles que je ne peux pas parler à mon épouse, je ne peux pas parler à mon épouse, mais même pas la voir, je ne peux pas lui parler. Quand on pose la question au juge, enfin, quelle est la raison pour laquelle je ne peux pas parler à mon épouse? Si vous aviez pu parler à votre épouse, vous seriez resté au Japon? Non, pas parler, il fallait qu'elle vienne avec moi quand même. Je dirais, parler avec mon épouse, ce n'est pas la seule raison. Mais pourquoi il l'empêchait de venir vivre avec moi, me permettre d'avoir une vie normale en attendant mon jugement? Il me posait la question, pourquoi voulez-vous voir votre femme? Non, mais non, franchement, le juge, très sérieusement, me disait, mais pourquoi voulez-vous voir votre femme? L'avocat n'en croyait pas ses yeux, il a essayé de lui expliquer, mais votre honneur, vous comprenez? Puis après, mais de quoi vous voulez parler avec votre femme? Et après, une fois qu'il a concédé 2 heures d'entretien en 9 mois, 2 heures d'entretien en 9 mois, il a demandé à ce qu'on lui dise au départ quels sont les sujets dont on voulait parler, et puis il a obligé un avocat à être là et lui faire un rapport. Il n'empêche, une fuite pouvait ressembler aux yeux de l'opinion publique comme un aveu de culpabilité. Une fuite dont vous ne révélez pas les détails, mais qui a donné lieu à un grand nombre de théories. Le Wall Street Journal a notamment publié la photo d'une malle noire pour matériel audio qui vous aurait transporté. Regardez ces images. Carlos Ghosn est au Liban. L'ex-PDG de Renault-Nissan a fui son assignation à résidence au Japon. Tous les regards sont tournés aujourd'hui vers cette élégante maison de Beyrouth. Selon la presse libanaise, Carlos Ghosn et son épouse y séjourneraient depuis leur arrivée hier. Et cette photo qui montre qu'il a donc pu passer les fêtes en famille. En Turquie, où l'ex-PDG a fait escale, 7 personnes ont été arrêtées, conduites dans ce commissariat d'Istanbul, soupçonnées d'être des complices. 4 pilotes, 2 personnels au sol et le cadre d'une compagnie privée. La presse libanaise l'avait déjà évoqué et voilà que le très sérieux Wall Street Journal publie cette photo. C'est donc dans cette caisse que Carlos Ghosn s'est fait la malle. La preuve, elle a été retrouvée par les enquêteurs turcs. Je vous voyais sourire à plusieurs reprises, Carlos Ghosn, et montrer les images à votre épouse. Qu'est-ce qui vous faisait sourire? Non, c'est des petits clins d'œil, on a un peu de complicité, si vous voulez. Notamment à 2 moments, lorsque les journalistes évoquent votre maison, la maison libanaise dans laquelle vous seriez installé depuis votre retour à Beyrouth, et lorsque la photo de cette fameuse malle noire est apparue. Vous tirez une certaine fierté
de cette évasion? Non, fierté, pas forcément. Je suis content que ça se soit bien passé parce que ça aurait pu mal tourner. Pas une fierté, mais moi, ce que je m'aperçois, c'est que c'est devenu quelque chose de très public, très populaire, hein, puisqu'il y a même un... J'ai vu que les Japonais avaient mis en place un jeu vidéo sur ma fuite et qu'ils sont en train de développer tout un thème autour de ça. Donc c'est devenu quelque chose qui est passé dans les... vous voyez, dans l'humour, dans les médias sociaux. Bon, c'est bien. Maintenant, je ne suis pas dire que j'en suis fier, ni que j'en ai honte. Hein. Je suis totalement indifférent à cela. Moi, ce qui est important, c'est que j'ai retrouvé ma liberté de parole et ma capacité à me défendre. Et ça, je l'avais perdu depuis 14 mois. Une fuite comme celle-là, elle peut vraiment s'organiser seule, sans alerter vos plus proches, Carlos Ghosn? Ben, c'est pas ça. C'est que vous ne pouvez organiser une fuite comme cela que seul. Parce que, bon, vous savez, moi, j'étais quand même assez surveillé. Bon, les Japonais vont dire que finalement, il n'y a rien du tout. Hein. J'avais une caméra à la maison, j'avais des gens qui me suivaient à longueur de journée alors que c'était interdit. J'avais un téléphone qui m'avait été donné par les avocats qui était surveillé. Évidemment, quand je parlais avec quelqu'un, je savais qu'il y avait plusieurs personnes sur la ligne. Bon, je ne pouvais pas utiliser Internet, je pouvais l'utiliser que chez les avocats et ils pouvaient tout contrôler. Enfin, bon, j'avais aucune marge de manœuvre. Bon, je l'ai fait quand même. Je l'ai fait tout seul. Je l'ai fait tout seul parce que je savais que, à partir du moment où vous mettez quelqu'un dans le coup, vous multipliez vos risques d'échec et d'être découvert. Donc, il fallait qu'il y ait un minimum de personnes et ces personnes doivent être des personnes qui agissent. Ce sont des personnes, vous ne pouvez pas mettre au courant des gens pour vous conforter. Non. Bon, c'est tout. Si vous aviez été au courant de ce projet d'évasion, est-ce que vous en auriez dissuadé votre mari, Carol Ghosn? Bonne question. Peut-être si vous me demandez ça au début, quand il est sorti en avril, mars-avril, je lui dirais non, tu dois rester, tu ne peux pas faire ça, c'est trop risqué. Mais avec le temps, on a vu ce qui se passe. On ne peut pas se voir et ce n'est même pas l'idée qu'on ne peut pas se voir, il ne va pas avoir un procès équitable. Donc le risque est devenu moins important. C'est toujours un risque, mais donc je suis contente qu'il l'a fait parce que on ne savait pas le résultat final. S'il était en France ou un autre pays démocratique, je lui dirais non, reste, tu vas avoir, on verra la fin de ça, mais pas avec le système japonais. Donc vous avez découvert la présence de votre mari à Beyrouth au moment où il a franchi la porte de votre résidence? Non, quand quelqu'un m'a appelé, quelqu'un qui était avec lui, il m'a dit « Viens chez tes parents, j'ai une surprise pour toi ». Et c'était Carlos. Donc c'était tôt le matin, je me suis habillée, je suis partie chez mes parents. Vous saviez que Carlos Ghosn vous attendrait? Oui. Mais vous n'en avez pas douté. On vous appelle, on vous dit votre époux Carlos Ghosn est à Beyrouth, vous l'avez cru immédiatement? Oui, parce qu'il est capable de faire quelque chose comme ça. Quels ont été vos premiers mots échangés ce jour-là? La question est adressée à... Oui, non, c'est lui qui a parlé. Moi, j'étais trop émue. Il m'a dit, tu es ma lioness. Lyonnaise? Tu es ma lionne. Ma lionne. Tu es ma lionne. Pourquoi c'est votre lionne? Parce que c'est ma lionne. Parce qu'elle s'est défendue courageusement. Elle a remué ciel et terre. Elle n'a pas hésité à appeler tout le monde, à passer sur toutes les télés. Pourtant, ce n'est pas son style, car elle est quelqu'un qui est très réservé. Et j'ai vu quelqu'un sortir de l'ancienne carapace et impressionnante, courageuse, généreuse, authentique. Et elle a ému beaucoup de monde. Hein. Je passais dans toutes les télévisions du monde. Le Financial Times a estimé à 20 millions de dollars le prix de votre fuite entre la perte des cautions et celui pour organiser l'évasion. Ça veut dire qu'on peut tout acheter, y compris la liberté, qu'on fuit plus facilement une justice inéquitable quand on est un milliardaire? Bon, il y a déjà beaucoup de choses inexactes dans ce que vous dites. Hein. Moi, je ne sais pas d'où est-ce que le Financial Times a sorti 20 millions de trucs. C'est vrai, mais enfin, chaque fois qu'un journaliste sort un chiffre, on l'utilise en disant, voilà, il a dit ceci. Donc, franchement... Mais c'est moins, c'est plus.
C'est certainement pas plus. Franchement, je trouve que c'est un peu fantaisiste. C'est un peu fantaisiste. Bon, deuxième chose, je ne suis pas milliardaire, donc je ne sais pas d'où j'ai hérité cette... millionnaire, pardon. Oui, mais enfin, entre millionnaire et milliardaire, il y a une énorme différence. Il y a 3 zéros de différence, donc c'est beaucoup. Troisièmement, certes, je suis privilégié, je le sais, puisque j'ai les moyens de me payer des avocats, et des bons avocats. J'ai les moyens d'organiser quelque chose de ce type. Je suis privilégié, je le reconnais. Et ça me fait d'autant plus mal que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des avocats, qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens d'organiser cela, qui souffrent de ce système et dont personne n'entend parler. Ce sont des dizaines de milliers de personnes. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup de sympathie, notamment pour mes 3 avocats japonais, qui sont tous des militants des droits de l'homme, et qui ont attiré l'attention, qui ont utilisé mon cas pour attirer l'attention. Et d'une certaine manière, je suis fier aussi de porter haut cette parole, parce que je pense aux dizaines de milliers de Japonais, et d'étrangers d'ailleurs, qui croupissent dans les prisons japonaises, avec une défense qui n'a pas droit à la parole, et avec des procureurs qui sont d'une brutalité inouïe, avec un taux de condamnation de 99,4%. Donc vous devenez aujourd'hui le militant de la défense des droits de l'homme face à la justice inéquitable au Japon. C'est presque gonflé quand même, Carlos Ghosn. Non, attendez, n'utilisons pas de grands mots. Si je dis j'ai de la sympathie et j'aiderai cette cause, je ne suis pas devenu un militant, j'ai d'autres choses à traiter. Voilà pour cette première partie de l'interview. Dominique Seux, Carlos Ghosn reconverti en défenseur des droits du prisonnier au Japon. Ça vous étonne? Ça lui ressemble ou il exagère un peu là? Mais vous savez, on est à la fois bluffé quand même par la performance humaine, c'est-à-dire cet entretien, la conférence de presse, cette évasion. Et en même temps, il y a une part de nous-mêmes qui se dit, oui, vous avez posé la question, le Japon est un pays démocratique, il a fui, c'est l'illégalité, donc il a descendu quand même pas mal de marches en un peu plus d'1 an. Ça n'est plus le même homme. On voit l'homme et on se dit, bon, il a du tempérament, c'est le moins qu'on puisse dire, mais en même temps, judiciairement, l'homme d'affaires est fini. Je ne sais pas s'il fait un dernier tour de piste et s'il a des révélations à faire dans les mois qui viennent. Pour l'instant, il n'y a pas de révélation. Alors peut-être qu'il y a tout un dossier qui va arriver, mais il n'y a pas de révélation qui contredisent très lourdement les accusations qui ne sont pas quand même complètement anodines, les accusations qui sont portées contre lui. Mais non, mais c'est tout le débat, c'est ça, c'est de savoir est-ce que le dossier est vide, comme le disent ses défenseurs et ses amis, mais certains disent c'est vraiment complètement vide, ou est-ce qu'il y a quelque chose de répréhensible? Sur le volet abus de confiance, qui est le plus grave? On ne sait pas grand-chose. C'est des informations qui ont été publiées par la presse japonaise qui sont sans doute issues du bureau du procureur. Aucun document n'est sorti, mais ce sont des détournements de fonds possibles qui montreraient que Carlos Ghosn et ses enfants ont fait du business, qu'ils ont monté des sociétés ou des fonds qui ont touché de l'argent de Nissan. Ça, on ne sait pas, et c'est évidemment un enjeu très important. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, qui est certain, c'est que sur le premier volet de l'affaire, sur le premier chef d'accusation, c'est-à-dire la rémunération non déclarée, le défaut de déclaration aux autorités boursières d'un projet de rémunération différé, on va y revenir dans un instant avec lui. C'est ce qui lui a valu d'être arrêté et jeté en prison. Ça apparaît complètement dérisoire. Ce serait un avertissement à l'AMF en France. Une journée d'interrogatoire. Mais il est dans sa conférence de presse, et comme là, effectivement, il avait mis la contradiction entre les moyens incroyables déployés par la justice japonaise. Parce qu'il y a les moyens japonais, et puis en mondiovision, c'était un truc incroyable, et effectivement, quelque chose qui apparaît, des revenus non perçus, non déclarés, qui auraient dû être déclarés. C'est vrai qu'on qui, d'après lui, n'ont même pas été promis. Juste un mot sur la Lionne. Sur la Lionne. Rappelons le rôle qu'elle a eu tout du long de la détention de son mari, dont elle a plaidé la cause auprès de Human Rights Watch, des Nations Unies et même de Donald Trump. Carlos Ghosn a remué ciel et terre, comme le dit son mari, multipliant les interviews pendant 1 an de Paris Match en janvier 2019. Vous l'avez rappelé, aux Parisiens la semaine dernière, juste avant la conférence de presse fleuve de son mari, en passant par le JDD le 7 avril dernier, où elle interpellait directement Emmanuel Macron, se plaignant du silence assourdissant de l'Élysée. Elle va aussi désormais devoir plaider sa propre cause. Mardi dernier, la justice japonaise émettait un mandat d'arrêt contre elle pour avoir
supposément menti durant un interrogatoire. Jeudi, les procureurs l'accusaient d'avoir soudoyé ou fait pression sur plusieurs témoins clés. Et vendredi, il demandait à Interpol l'émission d'une notice rouge qui obligerait le Liban à la soumettre aux questions de la justice japonaise. Pour vous, c'est de l'acharnement ou son rôle va bien au-delà de la communication ? On ne saura pas, mais on peut imaginer qu'elle a eu un rôle non négligeable dans cette opération. Mais honnêtement, Carlos Ghosn ne le dira jamais, puisqu'il la mettrait en cause de manière très nette, directement, et sa liberté de mouvement à elle serait définitivement brisée. Carlos Ghosn va rester un temps assez certain quand même au Liban, c'est-à-dire un homme qui passait 100 nuits par an dans son avion, entre tous les continents, et qui se retrouve dans un pays qui est quand même plus petit et avec un horizon qui se restreint. Alors, il y a cette séquence qui est absolument incroyable, mais la vie est en train de changer. Quand on regarde quand même son ascension, parce que c'est quand même quelqu'un né au Brésil, qui a fait des études au Liban, qui a fini à Polytechnique, qui a dirigé la plus grande entreprise automobile mondiale, en tout cas pendant quelques mois, et qui se retrouve, il y aura des droits de télévision, sans doute une série. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est un héros positif ? C'est-à-dire, et là, je ne suis pas certain pour l'instant qu'on puisse dire que c'est un héros positif. Vous parlez des interventions auprès de la présidence de la République française restées lettres mortes. On en a parlé justement avec Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, de son côté, a évoqué des interventions souterraines qui n'aurait pas abouti, le laissant seul, dit-il, face aux accusations japonaises. Une fuite qui ne lave pas les accusations dont vous êtes l'objet, les accusations japonaises. Vous maintenez ne pas être coupable d'avoir dissimulé une rémunération différée supérieure à 100 millions d'euros. Mais alors pourquoi, Carlos Ghosn, avoir transigé, négocié avec l'administration américaine qui menaçait de vous poursuivre pour cette raison-là, justement? Alors, je sais que les pratiques américaines sont très différentes des pratiques françaises ou japonaises. Je reviens là-dessus. Alors, vous dites, si vous êtes innocent, pourquoi vous avez signé? C'est ma question. Beaucoup de questions. Très bien. Alors, j'ai signé un accord qui m'a coûté $1 million sur les conseils de mon avocat, de mes avocats. Et Nissan en a payé. Ouais. Mes avocats me disent, vous êtes innocent, nous le savons. J'ai dit très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe si je me bats? Ils m'ont dit, c'est très bien, très simple. Si vous vous battez, parce que eux, ils font que ça, ils ont tout le temps ils disent, ça va durer 3 ans avec la SEC. Il faudra payer les frais d'avocat. Et les frais d'avocat aux États-Unis sont extrêmement élevés. Ils comptent entre 2 et 3 millions de dollars par an de frais d'avocat. Alors il dit, c'est très simple, M. Ghosn. Vous voulez défendre votre innocence, c'est très bien. C'est 3 ans, c'est de 6 à 9 millions de dollars. Et en fin de compte, vous serez innocent. Alors vous avez le choix entre, vous faites un accord tout de suite à $1 million. Mais ça peut paraître comme un aveu de culpabilité, ou vous choisissez l'innocence dans 3 ans. Mais ça n'est pas un aveu de culpabilité, puisque l'accord consiste essentiellement, et l'administration américaine consiste à dire, ni vous reconnaissez les faits, ni vous les niez. On arrête les poursuites. Mais de leur part aussi. Vous imaginez un instant que l'administration américaine, si elle était sûre qu'elle tenait un coupable, elle allait signer un accord comme ça? Vous imaginez un instant? Le président de la République, qui n'a pas été très bavard sur votre situation, juste quelques mots très prudents au moment de votre arrestation, on l'écoute. Il est trop tôt pour se prononcer sur la réalité et la matérialité de faits sur lesquels je ne dispose pas d'éléments supplémentaires. Par contre, l'État, en tant qu'actionnaire, sera extrêmement vigilant à la stabilité de l'Alliance et au groupe. Nous serons, comme avec tous nos justiciables à travers le monde, vigilants par le travail consulaire qui est le nôtre pour que les droits de la défense et la présomption d'innocence soient protégés dans le cadre de cette affaire. Mais ce n'est pas au président de la République française de s'immiscer dans celle-ci. Vous avez eu des contacts récents avec Emmanuel Macron? Non. À aucun moment depuis votre arrestation? À aucun moment. Vous auriez souhaité en avoir? J'en ai eu indirectement, puisque le président Sarkozy est venu me voir et il était représentant du président Macron. Et avec son accord, il m'a passé un message du président. Et vous, Carlos Ghosn, vous avez eu des contacts avec la présidence française. Vous trouvez que la France a manqué de courage à l'égard de votre mari, qu'elle l'a abandonné, tourné la page un peu trop facilement? Oui, moi je pense que oui. J'ai souffert beaucoup avec ça, parce que j'ai tout essayé d'avoir leur attention et c'était très dur. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement et qu'est-ce qu'on vous a répondu? Bon, on a au début écrit une lettre au président Macron et on n'a eu aucune réponse. Après, la lettre a été publiée ou mentionnée dans le GDD. Après, j'ai eu une petite lettre très gentille qu'on est là pour si vous avez besoin de nous, et c'était tout.
Ça veut dire que l'État français vous a lâché, Carlos Ghosn? Je ne peux pas dire ça, si vous voulez. Je sais qu'il y a eu des tentatives souterraines et discrètes d'agir sur le gouvernement japonais. Le gouvernement japonais a sorti la phrase sempiternelle la justice est indépendante, nous n'avons rien à voir là-dedans. Bon, ça, ils le servent à tous les gens qui veulent bien le croire. Bon, c'est tout. Donc, je dirais, c'est la réalité. Mais je ne peux pas dire que l'État m'a abandonné ou que... Je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu des contacts souterrains, je sais qu'il y a eu des tas de tentatives, manifestement, qui n'ont abouti à rien. 2 autres responsables politiques n'ont pas hésité à vous soutenir publiquement, 2 responsables aux 2 extrêmes de l'échiquier politique. Qu'a fait la France? C'est-à-dire, qu'a fait l'aide consulaire qui normalement doit être apportée à tout Français? Le gouvernement n'a strictement rien fait pour pouvoir prendre attache avec le Japon pour que le respect des droits de la défense de M. Ghosn, qui est un Français... Vous diriez que la France l'a abandonné d'une certaine manière? Je crois que la France l'a abandonné. Les droits de l'homme et les droits de la défense ne s'appliquent pas en fonction de critères de classe. Donc M. Carlos Ghosn y a droit comme tous les autres. La maltraitance à laquelle s'est livrée la justice japonaise est inacceptable. Vous connaissez un être humain qui n'essaye pas de s'échapper quand on le maltraite? Ça n'existe pas. Alors pourquoi lui serait le seul être humain à notre connaissance à qui ça serait indifférent d'être maltraité? Vous vous attendiez à de tels soutiens? Ils vous embarrassent ou ils vous confortent? Je ne sais pas si ce sont des soutiens pour moi, mais je pense qu'ils ont exprimé des choses que beaucoup de gens pensent. D'un côté, M. Mélenchon qui dit un citoyen français est un citoyen français, il faut qu'il soit défendu, qu'il soit patron ou qu'il soit quoi que ce soit d'autre. Moi, je suis d'accord avec lui. Moi, je ne demande pas à être au-dessus des lois, mais je ne veux pas aussi être en dessous des lois. Je ne veux pas aussi qu'on m'abandonne sous prétexte que j'étais patron. Je ne comprends pas ça. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui et je rends hommage à sa déclaration qui, je le sais, est une conviction. C'était surprenant, mais c'est honnête. Et Madame Le Pen, elle dit ce que beaucoup de gens pensent. Dominique Ceaucy, la France n'a pas abandonné Carlos Ghosn, elle a tourné la page rapidement, ça c'est sûr. La séquence est quand même incroyable. Pour attaquer Emmanuel Macron, la France insoumise et le Rassemblement national trouvent le moyen de défendre Carlos Ghosn. On est vraiment dans quelque chose d'assez extraordinaire. La France ne pouvait pas faire 1000 choses supplémentaires. C'est vrai que les relations entre Emmanuel Macron et Carlos Ghosn n'ont jamais été bonnes. Elle a apporté l'aide consulaire. On peut se dire néanmoins que si ça avait été les États-Unis qui étaient en cause et pas la France, ça aurait sans doute été différent. Celui qui a fui le Japon pour se réfugier au Liban reste en France sous la menace d'une enquête préliminaire sur les conditions financières autour de son mariage organisé à Versailles en octobre 2016. Versailles, où 2 ans plus tôt, en mars 2014, Carlos Ghosn fêtait les 15 ans de l'Alliance. Le jour même de ses 60 ans, coût de la soirée, 630 000 € payés par le groupe automobile. En France, une enquête a été ouverte sur le financement de votre mariage au château de Versailles le 8 octobre 2016, d'une fête fastueuse animée par des figurants en costume d'époque. Le 9 mars 2014, c'est un gala organisé le jour de votre anniversaire à Versailles qui a choqué. Pas de contestation en justice. Il s'agissait officiellement de fêter les 15 ans de l'Alliance Renault-Nissan, mais l'image de ces 200 invités le jour de vos 60 ans a fait débat. Pourquoi réagissez-vous comme ça, Carole Ghosn, en voyant ces images? Vous regrettez? Je regrette tout ça. Oui, je regrette voir que les gens ont fait un spectacle de tout ça. Et je pense que les gens de Renault qui ont travaillé sur ce projet devaient se prononcer et dire la vérité, que c'était une soirée de l'Alliance. Et mon mari a fait un speech ce soir-là. Et on a demandé 1000 fois qu'il nous passe le speech pour prouver que c'était une soirée pour Renault. Et ils n'ont pas accepté.
Vous vous défendez d'avoir la folie des grandeurs, mais vous comprenez que le choix de ce lieu puisse choquer, qu'elle renvoie de vous l'image d'un homme privilégié, déconnecté de la réalité des Français. C'est marrant parce que vous disiez ça, parce que vous savez qu'il y a des soirées qui sont organisées à Versailles tout le temps. Tout le temps. Et en général, ceux qui organisent les soirées, c'est des grandes entreprises françaises. C'est assez surprenant qu'on ne se focalise sur celle-là, pour dire « Ah, folie des grandeurs ». Pourquoi les autres entreprises qui organisent des soirées à Versailles... C'est la coïncidence avec votre anniversaire qui interroge. Ah oui, alors là, c'est différent. Alors les gens disent pourquoi Versailles. Je dis attends, Versailles, parce que Versailles, c'est le symbole de la France. Enfin, les touristes, quand ils viennent, ils vont visiter Versailles, premier lieu. Cette soirée, elle n'était pas faite pour les nationaux, elle était faite pour tous les soutiens étrangers de l'Alliance. C'était des étrangers qui étaient venus. Donc, elle avait été organisée pour les 15 ans de l'Alliance. J'avais le choix de la faire en France, j'avais le choix de la faire au Japon ou de la faire à Amsterdam. Et un autre soir, peut-être, pas forcément le soir de votre anniversaire. Ben non, il fallait que ça se fasse en mars, puisque c'était en mars que l'Alliance s'est signée. Il fallait que ça se fasse un week-end. Et c'était le seul week-end qui était disponible. Et en général, les gens préfèrent venir à des soirées le samedi soir plutôt que le dimanche soir. Si c'était à refaire, le referiez-vous? C'est la question. Vous faites, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, il y a la présomption d'innocence et de l'autre côté, il y a le clin d'œil en disant il est coupable. C'est en même temps, c'est la même chose. C'est-à-dire, ça s'est passé le 9 mars. J'ai organisé une soirée pour un anniversaire qui a eu lieu le lendemain, le 10. On l'a dit plusieurs fois, c'était pas du tout la soirée d'anniversaire. Avez-vous été victime, comme le titrait Le Monde en décembre 2018, de l'ambition, l'argent, la gloire jusqu'à la démesure? Ce sont des titres qui sont associés désormais à votre nom, Carlos Ghosn. Il y a beaucoup de littérature. Madame, si je n'avais pas d'ambition, on ne serait pas le premier constructeur mondial. Renault serait toujours un petit constructeur régional. Il n'y aurait pas eu d'alliance et il n'y aurait pas eu toute la croissance de Renault. Donc mon ambition a servi Renault. Et elle nous a permis d'atteindre en 2017, chose absolument inespérée il y a quelques années, le rang de premier constructeur mondial que depuis on a perdu, dont personne ne parle. Depuis des années, votre rémunération est un sujet passionnel, polémique. Vous le revendiquez sans tabou. Je veux dire quelque chose, madame. En 2009, on m'a proposé d'être le patron de General Motors. Bon. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que la personne qui me l'a proposé a écrit ça dans un livre. On me proposait bien d'autres jobs, mais celui-là, j'en parle, puisque vous ne pouvez pas le contester, puisque Steve Ratner le raconte dans son livre. Il était venu un jour me dire, il m'avait invité à sa maison aux États-Unis, il m'a dit, président Obama, j'en ai parlé au président Obama, on veut que vous soyez le patron de General Motors. Si j'étais aussi... vénal. Voilà, j'aurais quitté. Mais j'aurais quitté. Madame Marie Barra, qui est patronne de General Motors, gagne 2 fois plus que moi pour un job qui est beaucoup plus facile. Non, mais, il faut quand même que je puisse m'exprimer. Je ne l'ai pas fait parce qu'on était en 2009, on était en pleine crise financière. Et je me suis dit, je ne peux pas quitter des entreprises en difficulté, même si c'est pour un avantage personnel. Je dois vous dire, je regrette cette décision, mais je la regrette amèrement. J'aurais dû quitter. Parce que finalement, je n'ai jamais eu le moindre crédit d'être resté fidèle à ces 2 entreprises et d'avoir abandonné un chemin qui était beaucoup plus facile pour moi et beaucoup plus lucratif. Beaucoup plus rémunérateur. Ça, c'est la réalité. Oui. En 2016, vous avez maintenu votre salaire alors qu'il venait d'être désavoué par les actionnaires de Renault. Comment vous le justifiez? Moi, je ne maintiens pas mon salaire, madame. On ne dit pas ça. C'est le conseil d'administration qui vous paye. Il y a un conseil des rémunérations. Et au sein du conseil, il y a un comité des rémunérations qui décide votre salaire. Moi, c'était très facile si je pouvais décider par moi mon salaire. Ce comité des rémunérations, qui est organisé par des administrateurs indépendants, établit mon salaire. Il me le propose, je l'accepte ou je ne l'accepte pas. Et après, il faut qu'il le vote devant les actionnaires. Donc, aller dire que moi, j'ai établi mon salaire, ça n'est pas vrai. Donc, tous les portraits qu'on fait de vous sont caricaturaux quand on vous présente comme un homme sans limite, ni aucun contrat à rendre, tombé dans le faste, qui fait de moins en moins la différence entre vie privée et vie publique. On se trompe, on fait de vous une caricature. Je pense que vous me jugez comme si j'étais le patron d'une entreprise ordinaire, ce que je n'étais pas. J'étais le patron de 3 entreprises. J'ai constitué une alliance qui n'a pas d'équivalent. J'ai passé ma vie dans les avions, pas par plaisir, mais par devoir. Et personne ne s'est plaint à ce moment-là du fait qu'ils avaient un patron. Vous savez que j'ai été remplacé par 4 personnes. J'étais remplacé par 4 personnes. J'étais directeur général de Nissan, j'étais président du conseil d'administration de Nissan, j'étais président du conseil d'administration de Renault, j'étais directeur général de Renault et président du conseil d'administration de Mitsubishi. J'ai été remplacé par 5 personnes. Alors, quand vous dites « Ah, M. Ghosn, il gagne beaucoup d'argent », mais si vous calculez le coût de ces 5 personnes aujourd'hui,
vous allez vous rendre compte que ça coûte beaucoup plus cher aux entreprises que quand il y avait une seule personne. Et vous savez ce qu'on est en train de voir maintenant? On est en train de voir un retour à la réalité, dans lequel il n'y a plus de premier constructeur mondial, dans laquelle la croissance de Renault a baissé, les profits de Renault sont en train de disparaître, l'action de Renault a déjà perdu 35% de sa valorisation. Après Carlos Ghosn, le déluge pour Renault. Je ne dis pas ça, madame, je ne dis pas ça, ce n'est pas mon explication. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Je ne raconte pas une histoire. Je suis en train de vous décrire des réalités telles qu'elles se déroulent actuellement. Et moi, en tant qu'actionnaire de Renault, mon désir, c'est que la boîte, je dirais, se redresse. C'est ça ce que c'est ça ce que je désire. Vous n'avez commis même, ne serait-ce qu'une erreur. Je suis après. Non, mais ça, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs. Parmi les erreurs, je vous ai signalé. J'aurais dû prendre General Motors, je ne l'ai pas pris. J'ai nommé Saikawa, c'était une connerie. J'ai nommé Saikawa, c'est une connerie. J'ai été clément avec des gens qui se sont retournés contre moi. J'aurais dû être sec dès le départ et ça ne serait pas passé. Enfin, je dirais, il y a plein de choses. J'ai accepté un mandat, je n'aurais pas dû l'accepter. J'ai hésité très longtemps, j'ai fait un mauvais choix. Donc vous me dites, est-ce que vous avez fait des erreurs? J'en ai fait. J'en ai fait plein, des erreurs de jugement aussi. Mais pas des erreurs qui vous méritent d'être condamnées par la justice japonaise. Une annonce a pu surprendre. Vous voulez que j'avoue quelque chose que je n'ai pas fait? Il faudrait rejoindre les rangs des procureurs japonais, ils adoreraient ça. Une annonce a pu surprendre. Vous avez affirmé lors de votre première prise de parole vouloir faire valoir vos droits à la retraite. Justement, autour de 800 000 euros du côté de Renault. On s'étonne pour l'entreprise, vous avez bel et bien démissionné. La direction estime que vous n'avez aucun droit. Pas du tout. Ça veut dire que c'est une autre bataille judiciaire en vue. Évidemment, je n'ai pas du tout démissionné. Et je me suis retiré de mon job de CEO pour permettre à Renault de fonctionner. C'était en janvier, j'étais en prison. Bon. Donc je ne pouvais pas laisser Renault paralysé par une situation de ce type. De là à dire que j'ai démissionné, franchement, c'est une interprétation qui est propre à ceux qui sont en train de dire cela. Mais bon, là aussi, il y a une justice en France. Vous n'avez pas eu un mot pour les salariés de Renault? Est-ce que Renault a eu un mot pour moi? Est-ce que Renault, en tant qu'entreprise, a eu un mot pour moi, madame? J'étais patron de Renault pendant 13 ans. Je n'ai pas eu droit à un mot, pas un mot. C'est peut-être ce qui vous... Non, je dirais ça n'honore pas l'entreprise. Ça n'honore pas l'entreprise. Qu'auriez-vous aimé entendre de la part de Renault? Bon, maintenant, rien du tout. Vous en voulez aux dirigeants de Renault? Non, j'en veux pas. Je n'en veux même pas, franchement. Je n'en veux même pas. J'espérais mieux. Quand l'histoire est arrivée, j'essayais d'appeler Renault, les gens qui travaillaient avec lui. J'étais désespérée et il ne me répondait plus au téléphone. Et une m'a dit, vous ne nous appelez plus, on ne peut rien faire pour vous, on n'a pas le droit de vous adresser la parole. Et quand j'avais besoin de soutien, et je ne savais pas où regarder et qui va m'aider, et ça c'est la réponse après tout ce qu'il a fait pour eux. Qui étaient ces responsables de chez Renault que vous essayez de joindre? Des gens qui étaient proches à Carlos. Donc j'étais désespérée. Je ne savais pas où commencer, comment faire. Et ça, c'est leur réponse. Si vous voulez faire valoir vos droits à la retraite, c'est ce que vous envisagez désormais? La retraite, c'est votre avenir, Carlos Ghosn. On ne pourra pas vous voir réapparaître dans l'industrie automobile. En France, je suis à la retraite, puisque j'ai fait valoir mes droits qui ont été acceptés par la Sécurité sociale. Je suis à la retraite. En France, je suis à la retraite. C'est tout, c'est un fait. Mais pas une retraite chapeau qui vous avait été accordée par Renault. Ça, c'est une autre affaire. Vous avez dit avoir eu peur de devoir finir votre vie au Japon. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous envisagez de finir votre vie ici à Beyrouth, qui pourrait devenir une nouvelle prison dorée? On va vivre jour par jour. Oui. C'est tout. Mais s'il fallait vivre dans un endroit pour très longtemps, je préfère de loin le Liban au Japon. Oui. Carlos Ghosn a-t-il des chances de gagner son procès au prud'homme contre Renault? Dominique, ça va être compliqué parce que les juristes de Renault disent qu'en tant que mandataire social, administrateur, il n'a pas tout à fait droit à les mêmes droits qu'un salarié tout à fait ordinaire. Mais il va avoir une bataille de juristes très très longue, parce qu'on parle quand même d'une quinzaine de millions d'euros. Une quinzaine de millions d'euros pour les actions de performance. Donc ça n'est pas rien. Je crois que dans la tête de Carlos Ghosn, il y a évidemment l'envie de récupérer cet argent, parce qu'il a besoin, sans doute, estime-t-il, pour vivre, mais aussi, il l'a dit là, qu'il a été très heurté par l'attitude de Renault. L'attitude de la France. Vous comprenez le ressentiment de Carlos Ghosn à l'égard de Renault?
À l'égard de la France, surtout? Non, peut-être. Oui. À l'égard de la France, moi, j'ai été assez surpris par les premières réactions politiques officielles que j'ai assimilées à de la prudence à l'égard du dossier, de la réalité du dossier et de l'inconnu de ce qui pesait. Mais c'est vrai qu'un patron aussi emblématique que celui de Renault, une entreprise aussi importante, c'est vrai qu'il manquait des soutiens. Il y avait une très grande... Renault-Nissan était plus important que Carlos Ghosn. Voilà. Pierre, je ne suis pas l'arbitre des élégances journalistiques, mais tout le week-end, j'ai vu sur les réseaux sociaux ceux qui disaient comment une émission de service public va encore donner la parole à Carlos Ghosn après le show de la semaine dernière. Je pense qu'on les a pas attendus pour réfléchir entre mercredi et jeudi, et je trouve qu'on a vachement bien fait. Que vous alliez, Babette, avec l'équipe de C'est à vous, faire cet entretien. D'abord parce qu'on a vu les deux, et elle a dit des choses intéressantes sur ce qu'elle a vécu. On a vu un homme plus calme, plus posé. On n'est pas convaincu partout, mais quand il parle de la présomption d'innocence et la façon de la vivre au Japon, c'est clair et précis et moins enflammé que la semaine dernière. On l'a vu aussi, un peu fier à bras, disant calmement qu'il était content d'être l'objet d'un jeu vidéo sur comment s'échapper. Et puis j'ai aimé quand il vous a dit, parce que ça résume la façon dont vous avez traité l'interview, vous m'interrogez comme le patron d'une entreprise ordinaire. J'ai adoré cette phrase. Merci beaucoup Pierre. Voilà pour cet entretien enregistré à Beyrouth vendredi dernier et réalisé par Bruno Pinet avec Mathilde Jarry et Régis Lamanaroda. Merci beaucoup Dominique Seux pour votre présence ce soir.